Salut, bienvenue à toi pour la suite de la correction de ton sujet d'entraînement au bac, le sujet spécimen numéro 1 pour tes épreuves E3C. Donc dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 3 qui est un exercice d'étude de fonction. Et je sais que tu es là pour réussir. D'ailleurs, il y a une science de la réussite. Ça s'appelle du travail et une bonne explication. Quand tu auras ton premier 18 sur 20, peut-être les gens ils diront c'est de la chance. Mais quand tu auras ton deuxième 18 sur 20, là, peut-être qu'ils diront c'est plus de la chance, mais tes compétences. Et bien sûr, quand tu auras ton troisième 18 sur 20, là, c'est un algorithme qui est enclenché. Tu deviendras le Picasso des maths ou le Leonardo de Vinci de la réussite. Bon, maintenant que tu sais ce qu'on vise, je te propose de s'y mettre tout de suite. Allez, on y va! On considère la fonction f définie sur R par f de x est égale à x cube plus 7x carré plus 11x moins 19. Et on te dit, on note grand C sa courbe représentative dans un repère OIJ du plan. Bon, avant de commencer direct à lire les questions et à les résoudre, je te propose de t'expliquer qu'est-ce qu'on attend de toi lors d'un exercice d'étude de fonction au bac. En fait, on attend de toi que tu puisses tracer ta courbe sans la calculatrice. Et tu verras, la majorité des questions qui vont être posées, ça va être le chemin qui va te conduire à tracer cette courbe sans la calculatrice. Premièrement, on va te demander de calculer la dérivée de ta fonction. Et à partir de cela, tu vas pouvoir dresser le tableau de variation de ta fonction, qui n'est rien d'autre que la description de l'allure générale de ta courbe. Et à la fin, tu auras une ou deux questions subsidiaires de compréhension de ta courbe, pour voir si tu sais utiliser cette courbe et si tu sais l'interpréter et en sortir des résultats pertinents. Et je te rappelle que ta courbe, c'est pas juste une équation. En fait, c'est la description mathématique d'une situation ou d'un événement. Les maths, c'est un outil. On ne calcule pas juste pour calculer. Ça n'a aucun intérêt. Et dans la vie, il y a plein de situations qui font appel à des courbes et donc à des équations. Comme par exemple l'évolution du virus Covid-19 au sein d'une population. C'est la courbe en cloche que tu as dû voir au moins 1000 fois. Et tu verras, à la fin de cette vidéo, je vais te donner d'autres exemples parlant où on peut utiliser des équations. Tout ça pour te dire au final qu'au bac, lorsque tu auras un exercice d'étude de fonction sous forme de problème, il sera toujours structuré et organisé de la même manière. Donc si tu en fais 2 ou 3 sérieusement, tu verras, ça va rouler tout seul. Donc on commence la première question. On te dit, on note f', la fonction dérivée de la fonction f sur R. Déterminer l'expression de f' de x. Avant de passer direct aux étapes de calcul de la dérivée, je veux absolument que tu saches ce que c'est que concrètement une dérivée et que tu comprennes pourquoi on la calcule. Tu sais que moi en maths, j'ai horreur de calculer les choses sans les comprendre. En fait, ta dérivée, c'est pas juste une équation. C'est un outil qui va te permettre de calculer ou de trouver en n'importe quel point de ta courbe quel est le coefficient directeur de ta courbe ou si tu préfères, quelle est la pente de ta courbe. Alors tu vas me dire à quoi ça sert tout ça? Laisse-moi t'expliquer avec un exemple. Moi j'aime bien montrer ça avec un schéma pour expliquer ces histoires de dérivés et de coefficients directeurs. Et comme je suis un fan du Tour de France, je vais t'expliquer ça avec l'exemple du cycliste en montagne. Donc imagine-toi ce cycliste qui doit franchir une montagne durant l'étape du jour. En fait, si tu sais déterminer la valeur de la dérivée de la courbe qui représente la montagne, ça va permettre au cycliste de savoir quel est le niveau d'inclinaison de la montée qu'il va devoir se taper. Et donc ça va lui donner une super indication sur le niveau de difficulté et se préparer en conséquence. Donc t'imagines bien qu'en pleine ascension, dans cette zone-là, c'est la partie où Mskin il va être le plus en galère. Et concrètement, si tu veux connaître la valeur de l'inclinaison au point A pendant l'ascension du cycliste, il faut d'abord que tu traces la tangente de ta courbe au point A. Et la valeur de la pente de cette droite qui est donnée par son coefficient directeur va représenter la valeur de ta dérivée au point A. Et juste un petit rappel, la formule du coefficient directeur pour une droite, c'est petit a, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc dans le cas de ta pente au point A, on avance de 3 carreaux en x et on monte de 2 carreaux en y. Et donc ta pente, ça va être égal à 2 tiers. Petit a, il vaut 2 tiers. Et comme tu es en train de monter, la valeur de ta dérivée, elle va être positive. De la même manière, dans la partie descente, si tu veux connaître la dérivée au point B, il faut que tu traces la tangente de ta courbe au point B. Et la valeur de la pente de cette tangente va représenter la valeur de la dérivée. Donc ici, on avance de 2 carreaux en x et on descend de 1 carreau en y. Et donc ici, ta pente va valoir moins 1,5. Et comme tu es dans une descente, ta dérivée, elle est négative. Et bien évidemment, quand ton coureur arrive soit au sommet de la montagne ou dans un creux de la colline, là, ni il ne monte, ni il descend. Donc la pente est nulle et la dérivée à cet endroit, elle sera égale à 0. Donc pour résumer, il y a 3 points à retenir sur ces histoires de dérivées. Quand ta dérivée est positive, en fait, ton cycliste y monte et donc ta courbe elle est croissante. Deuxième point,
quand ta dérivée est négative. Là, ton cycliste, il descend et donc ta courbe est décroissante. Et bien sûr, dernier point, le troisième, quand ta dérivée est nulle, là, ton cycliste est sur du plat et donc ta courbe, elle est constante. Maintenant, pour calculer la dérivée en n'importe quel point de ta courbe, il y a une méthode beaucoup moins longue que de tracer à chaque fois ta tangente et de déterminer le coefficient directeur. Là, ce que je viens de t'expliquer, c'est utile juste pour comprendre ce que c'est qu'une dérivée. Et la manière la plus directe pour calculer tout ça, c'est de déterminer l'équation de ta dérivée f' grâce aux formules de dérivée. Et tu pourras, pour n'importe quel point de ta courbe, trouver ta pente et donc ton coefficient directeur. Par exemple, pour le point grand A d'abscisse petit x est égal à petit a, et bien pour calculer la pente en ce point-là, il te suffira de calculer f' de petit a et tu auras la pente en ce point. Et tu pourras le faire pour tous les autres points de ta courbe. Donc pour résoudre la première question, on va mettre sur un post-it les principales formules de dérivées qui te seront utiles dans un exercice de fonction. Ces formules-là, on les appelle les dérivées de fonctions de référence. Donc si on reprend dans l'énoncé la fonction qu'on te donne, tu as f de x est égal à x cube plus 7x carré plus 11x moins 19. Ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme du troisième degré, car la plus grande puissance pour le x, c'est 3. Et pourquoi on appelle ça un polynôme? Car en fait, c'est la somme de plusieurs monômes. Et un monôme, c'est ce qu'on va voir, c'est une expression avec un seul terme. Par exemple, dans cette fonction-là, x cube, ça va être le monôme numéro 1, x carré, le monôme numéro 2, 11x, le monôme numéro 3, et moins 19, le monôme numéro 4. Donc f de x, ici, c'est la somme de 4 monômes. Et pour calculer la dérivée de cette fonction, on va piocher dans le post-it la formule pour dériver un monôme x quelle que soit sa puissance. Donc x puissance n', c'est égal à n fois x puissance n-1. Et facilement, si on applique la formule du post-it pour le premier monôme qui est x cube, donc ici n il est égal à 3, on voit que la dérivée de x cube c'est 3 fois x puissance 3 moins 1. Et ça c'est égal à 3x carré. Pareil maintenant, pour la dérivée de 7x carré, même raisonnement. Donc sa dérivée, c'est 7 fois 2x puissance 2 moins 1. Et ça, c'est égal à 14x puissance 1, qui est égal à 14x. Pour la dérivée du troisième monôme, donc de 11x, qu'on peut aussi écrire, est égal à 11x puissance 1. Donc ça nous donne sa dérivée, c'est 11 fois 1 fois x puissance 1 moins 1. Et ça, c'est égal à 11 fois x puissance 0, et c'est égal à 11, car n'importe quel chiffre ou terme à la puissance 0 vaut 1. Et la dérivée de 19, c'est égal à 0, car comme on l'a écrit avant sur le post-it, la dérivée d'une constante, ça sera toujours égal à 0. Et comme ici, notre polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Donc la dérivée de ton équation f de x, ça va être la somme des dérivées de chaque monôme. Donc ton f' de x va être égal à 3x carré plus 14x plus 11 plus 0. Et ça, c'est égal à 3x carré plus 14x plus 11. En plus, si tu fais attention, il y a une petite indication dans la question suivante qui nous montre qu'on ne s'est pas planté, puisque tu retrouves cette expression. Et tu vois bien que les questions, elles sont liées entre elles. Juste avant de passer à la prochaine question, je veux que tu retiennes un dernier point pour le calcul des dérivées. Quand tu n'as que des sommes ou des soustractions de termes, tu peux sommer ou soustraire les dérivées. Par contre, quand tu as un produit ou une division de fonctions, il faut utiliser les formules de produit ou de division. Donc u fois v', c'est égal à u'v plus uv'. Ça, c'est pour le produit. Et u divisé par v', c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Et ça, c'est pour les quotients. Maintenant, on peut passer à la question numéro 2. On te dit résoudre dans R l'inéquation 3x carré plus 14x plus 11 supérieur à 0. Et on te demande en déduire le tableau de variation de la fonction. Donc pour la première partie de la question, on te demande de résoudre l'inéquation 3x carré plus 14x plus 11 supérieur à 0. Ça signifie en gros de trouver tous tes morceaux de ta courbe f' de x qui sont strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Comme tu as le droit à la calculatrice, là c'est le moment de s'en servir. On va tracer la courbe f' de x. Comme ça, on aura déjà une indication sur les parties de la courbe qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on voit bien graphiquement que ta courbe coupe deux fois l'axe des abscisses. En un point x1 aux alentours de moins 3,6 et en un point x2 qui semble passer par moins 1. Mais je te rappelle, une lecture graphique sur la calculatrice, ça donne juste une indication. En aucun cas, c'est un résultat précis. C'est par le calcul que tu peux avoir les valeurs exactes de x1 et x2. Et par lecture graphique, sur la calculatrice, on voit bien les deux portions qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. La première portion sur l'intervalle moins l'infini x1 et la deuxième portion sur l'intervalle x2 plus l'infini. Et les valeurs x1 et x2 sont exclues, car je te rappelle, on cherche le signe de f' de x lorsque x est strictement supérieur à 0.
Donc tu as bien compris, pour résoudre et répondre à la question avec précision, il faut déterminer x1 et x2 par le calcul, qui ne sont rien d'autre que les solutions de l'équation 3x² plus 14x plus 11 est égal à 0. Donc là, tu l'as compris, il va falloir déterminer les points pour lesquels ta dérivée est nulle. Et nous, on sait résoudre une équation du second degré est égale à 0. Il faut d'abord calculer le discriminant de ton équation donné par la formule que je vais mettre sur le post-it. Donc le discriminant delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Et en fonction de la valeur de delta, on a les formules suivantes qu'on va également mettre sur le post-it pour déterminer les racines x1 et x2. En fait, les points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc en fait, si delta est supérieur à 0, ta courbe, qui s'appelle une parabole, va couper 2 fois l'axe des abscisses en un point x1 qu'on va pouvoir calculer qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et en un point x2 qu'on calcule grâce à moins b moins racine de delta sur 2a. Deuxième cas, si ton delta il est égal à 0. En fait, ta parabole coupe une fois l'axe des abscisses. Et donc, ce point x1, il va être égal à moins b sur 2a. Et donc, dernier cas, lorsque ton delta, il est inférieur à 0. Ta courbe, elle ne coupe pas du tout l'axe des abscisses. Et en fait, il n'y a pas de racine et donc pas de formule que tu connaisses. Et je veux attirer ton attention sur un dernier truc. Si tu remarques bien, la formule de la ligne 2 du post-it, en fait, c'est pareil que celle de la ligne 1. Prenons l'exemple où tu vas avoir delta est égal à 0. Si on prend la formule de la ligne 1, où on a x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc si delta il vaut 0, en fait ça va valoir moins b plus racine de 0 sur 2a. Et ça c'est égal à moins b sur 2a. Et en fait on peut faire le même raisonnement pour x2. x2 on a dit c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc si delta est égal à 0, ça nous donne moins b moins racine de 0 sur 2a. Et ça c'est égal à moins b sur 2a. Donc on voit bien que la formule de la ligne 1 et de la ligne 2 sont en fait la même. Et tu vois bien qu'on retombe sur la formule de la deuxième ligne. Donc x est égal à moins b sur 2a. C'est pour ça que quand tu as ton delta qui est égal à 0, tu entends parler de solution double. Car en fait, x1 est égal à x2. Ça, c'est juste une petite astuce pour te montrer que tu as juste besoin de la formule de la première ligne et que celle de la deuxième ligne, elle en découle naturellement. Maintenant, si on revient à l'expression de l'équation f' de x, qui est égale à 3x² plus 14x plus 11. En fait, si on veut connaître son delta, qui est égal à b carré moins 4ac, ici le petit a il vaut 3, le petit b il vaut 14 et le petit c il vaut 11. Donc delta, ça va être égal à 14 au carré moins 4 fois 3 fois 11, et ça c'est égal à 196 moins 132, et c'est égal à 64. Donc ici, on voit bien que le delta il est supérieur à 0. Donc l'équation a deux solutions, ce qu'on appelle deux racines distinctes. Donc première solution, x1, on prend la formule du post-it et ça nous donne moins b plus racine de delta sur 2a qui est égal à moins 14 plus racine de 64 divisé par 2 fois 3. C'est égal à moins 14 plus 8 divisé par 6 et ça c'est égal à moins 1. Et pareil, pour x2, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et ça, c'est égal à moins 14 moins racine de 64 sur 2 fois 3. C'est égal à moins 14 moins racine de 64 sur 6. C'est égal à moins 22 sur 6. Et ça, c'est égal à moins 11 divisé par 3. Et si on remarque bien sur l'expression de ton équation f' de x, comme le coefficient petit a de ton équation f' de x il vaut 3, qui est positif, donc forcément ta courbe f' de x a un sourire vers le haut. Et donc tout ce qui se trouve en dehors des racines, x1 et x2, va être positif, comme tu vois sur le schéma là. Et en fait, grâce à ça, on vient de trouver les intervalles où ta courbe f' de x est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire f' de x supérieur à 0. Et donc la solution, elle appartient pour l'intervalle x moins l'infini moins 11 tiers, union, moins 1, plus l'infini. Et ce résultat-là, il va nous servir pour remplir notre tableau de variation. Avec tout ça, on peut passer maintenant à la deuxième partie de la question qui concerne le tableau de variation. On va le construire ensemble. Je te rappelle, c'est ce qui va te donner l'allure finale de la courbe. Et on va voir step by step la méthode pour le remplir et ce sera toujours la même, quel que soit l'exercice d'étude de fonction où tu auras un tableau de variation. Quand on a fait 2 ou 3 des exos d'étude de fonction, c'est comme le vélo, ça reste à vie. Donc déjà, je tiens à rappeler que le tableau de variation, c'est pour la fonction f de x et pas pour sa dérivée f' de x. D'accord ? Donc pour faire simple,
Le tableau de variation, ça se décompose en 3 étapes. Sur la première étape, donc la première ligne, on va mettre le domaine de définition de ta fonction f de x. Et son domaine de définition df, c'est égal à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Pour la deuxième étape, sur la seconde ligne, là, la dérivée va intervenir et on va étudier son signe, c'est-à-dire lorsque f' de x est supérieur à 0 et lorsque f' de x est inférieur à 0. Et on ne calcule pas le signe de f de x, hein. Je le précise, hein, car plein de fois, j'ai vu plein de tes camarades faire cette erreur d'étourderie. Toi, t'es pas comme eux, donc tu le fais pas. Donc l'étude du signe de f' de x, on l'a résolu juste avant dans la première partie de la question. Et la petite remarque en fait, tu te rends compte hein, que les mecs qui ont fait l'énoncé de l'exercice, ils n'ont pas voulu être vaches. Ils t'ont mis en fait cette question pour te guider. Des fois, ils peuvent te dire directement de faire le tableau de variation et à toi de savoir que tu dois étudier le signe de la dérivée d'abord. Et donc, grâce au résultat de la première partie de la question 2, on va pouvoir placer les valeurs qui annulent ta dérivée f' de x, c'est-à-dire pour moins 11 tiers et moins 1. Et en fait, donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 11 tiers. On a vu tout à l'heure que f' de x, elle était au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f' de x est supérieur à 0. Et aussi, pour l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a vu également que f' de x était au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f' de x est de nouveau supérieur à 0. Et on peut mettre un petit signe plus sur le tableau de signe de la dérivée. Et sur l'intervalle moins 11 tiers moins 1, là on devine que f' de x, il est négatif. Et donc f' de x est en dessous de l'axe des abscisses. Et on peut mettre un petit moins sur le tableau de signe de la dérivée. Passons maintenant à la troisième étape qui est la dernière. Pour voir les variations de la fonction f de x qui est égale à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19. Il suffit de connaître le signe de la dérivée de f' de x. Si on se souvient des points à retenir tout à l'heure, c'est easy. Je te rappelle que lorsque ta dérivée est positive, le cycliste il monte la montagne et donc ta courbe f est croissante et donc ta flèche va monter vers le haut. Et lorsque ta dérivée est négative, le cycliste il descend la montagne. Ta courbe f est décroissante et donc ta flèche descend vers le bas. Et partout où ta dérivée est nulle, c'est à ce moment-là que tu as soit un sommet, soit un creux. Donc là, on a presque fini de compléter le tableau de variation. Pour que le travail soit nickel chrome, on n'oublie surtout pas de calculer les valeurs particulières de la courbe et on les place au niveau de la troisième ligne du tableau. Donc les valeurs particulières, c'est f de x1, c'est égal à moins 14,52 et f de x2, grâce à la calculatrice, c'est égal à moins 24. Donc si on devait résumer tout ça en 3 étapes pour remplir un tableau de variation. Première étape, sur la première ligne, tu mets le domaine de définition de ta fonction f de x. Deuxième étape, sur la deuxième ligne, c'est là que tu retrouves le signe de ta dérivée f' de x. D'accord? Et troisième étape, sur la dernière ligne, grâce au signe de ta dérivée f' de x, tu vas pouvoir calculer, déterminer les variations de ta fonction f de x. Donc lorsque ta dérivée va être positive, en fait, ta variation de ta fonction f de x, ça va être croissante. Et lorsque ta dérivée est négative, les variations de ta fonction f de x, ça va être décroissant. Et on n'oublie surtout pas de calculer les valeurs particulières de ta fonction. En fait, c'est les valeurs que tu vas trouver sur la première ligne de ton tableau de variation. Et grâce à tout ça, on a trouvé par nous-mêmes l'allure générale de la courbe. Et si on compare avec celle qu'on a vue sur la calculatrice, on voit qu'on ne s'est pas trompé. Donc on voit bien qu'entre moins l'infini, moins 11 tiers, la courbe monte avec un maximum atteint pour f de x1, c'est égal à moins 14,52. Ensuite, sur l'intervalle, moins 11 tiers, moins 1. On voit que la courbe descend avec un creux atteint pour f de x2 est égal à moins 24. Et entre moins 1 plus l'infini, on voit que la courbe remonte. Donc tu vois bien qu'on peut retrouver la courbe sans la calculatrice. Passons à la question 3. On te dit déterminer l'équation réduite de la tangente de ta courbe C au point d'abscisse 0. Pour déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe, il n'y a pas 1001 façons de procéder. En fait, tu as une formule à connaître par cœur et à appliquer. Je te la mets sur le post-it et la formule c'est y c'est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Avec en fait f', tu utilises l'équation de ta dérivée f' de x, c'est-à-dire 3x carré plus 14x plus 11. Et pour f, tu utilises l'équation de départ, c'est-à-dire f de x est égal à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19. Et le petit a, ça correspond au point où tu veux déterminer ton équation de ta tangente. Ici, petit a, il vaut 0. Et il n'y a plus qu'à appliquer bêtement. Donc f' de x, on a dit, c'est 3x carré plus 14x plus 11. Donc f' de 0, c'est donc égal à 3 fois 0 au carré plus 14 fois 0 plus 11. Et ça, c'est égal à 11. Pareil pour f de x. On a dit f de x, c'est égal à x³
plus 7x carré plus 11x moins 19. Et donc f de 0, c'est égal à 0 au cube plus 7 fois 0 plus 11 fois 0 moins 19. Et ça, c'est égal à moins 19. Et donc au final, pour ton équation de tangente qui est égale à y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a, avec petit a c'est égal à 0, ça nous donne y est égal à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Et ça, c'est égal à 11x moins 19. Et tu vois bien que le résultat final de ton équation de tangente, il est sous forme y est égal à ax plus b, qui est en fait une fonction affine, ce qui est tout à fait normal, car une tangente, c'est toujours une droite. Et si c'est pas le cas, c'est que tu as fait une erreur quelque part, ça c'est sûr. Passons à la question 4. On te demande de justifier que 1 est solution de x³ plus 7x carré plus 11x moins 19 est égal à 0. Et ensuite, on te demande de vérifier que pour tout réel x, f de x c'est égal à x moins 1 facteur de x carré plus 8x plus 19. Donc pour la première partie de la question, on te demande de vérifier que 1 est solution de x³ plus 7x carré plus 11x moins 19 est égal à 0. Là, c'est facile. Il suffit de remplacer x par 1 et vérifier que le résultat au final va être 0 et pas autre chose. Donc si on remplace, ça nous donne 1 au cube plus 7 fois 1 au carré plus 11 fois 1 moins 19. En fait, ça c'est égal à 1 plus 7 plus 11 moins 19. Et ça c'est égal à 19 moins 19 qui est égal à 0. Donc on voit bien que 1 est bien solution de x³ plus 7x carré plus 11x moins 19. Et ça veut dire que ta courbe f de x est égale à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19 coupe l'axe des abscisses en x est égal à 1. C'est pour ça qu'on peut dire que 1 c'est une racine de l'équation f de x est égal à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19. Maintenant, pour la deuxième partie de la question 4, on te demande de vérifier que f de x est égal à x moins 1 facteur de x carré plus 8x plus 19. En fait, ça, c'est pas bien compliqué non plus. Si tu développes ton expression x moins 1 facteur de x carré plus 8x plus 19, et si tu retrouves ton expression de départ, qui est f de x égale à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19, et ben c'est tout bon. Donc en fait, on va développer l'expression x-1 facteur de x carré plus 8x plus 19 et voir ce qu'on obtient. Donc pour x-1 facteur de x carré plus 8x plus 19, ça nous donne x fois x carré plus x fois 8x plus x fois 19 moins 1 fois x moins 1 fois 8x moins 1 fois 19. Et ça, c'est égal à x³ plus 8x carré plus 19x moins x carré moins 8x moins 19. Et ça, c'est égal à x³ plus 8x carré moins x carré plus 19x moins 8x moins 19. Et ça, c'est égal à x³ plus 7x carré plus 11x moins 19. Et on voit bien qu'on retombe sur nos pattes. Et il y a un point super important que je voudrais que tu retiennes à propos de cette question numéro 4. Tu m'as entendu dire tout à l'heure que dans un exercice d'étude de fonction, la plupart des questions, elles sont liées, ce qui est le cas. Et tu as peut-être aussi dû m'entendre dire dans d'autres vidéos que quand j'étais à ta place au lycée, que le prof il nous donnait plein d'informations et que je ne savais pas quoi retenir, ce qui était aussi le cas. Mais par contre, il y a un truc que j'ai retenu de mon prof de maths au lycée, c'est que dans un exercice d'étude de fonction, on préférera toujours travailler avec une expression factorisée qu'avec une expression développée. Ça simplifie toujours le calcul et ça, tu le verras même après le bac. Donc si je te conseille, toujours travailler avec l'expression factorisée. Et tu vas voir qu'on va pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qu'on va voir dans la question numéro 5. Donc dernière question, la numéro 5. On te demande d'étudier le signe de la fonction f et d'en dresser le tableau de signes sur R. En fait, dans cette question, on veut savoir sur quel intervalle la courbe f est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire positive, et sur quel intervalle la courbe f est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire négative. Si on reprend les infos qu'on a rassemblées depuis le début, il y en a deux importantes qui vont nous permettre de résoudre la question. La première, on a les variations de f de x qu'on a déterminées dans la question 2. Donc si on reprend tout ça sous forme de croquis, on sait que sur l'intervalle moins l'infini, moins 11 tiers, la courbe est croissante avec un maximum atteint pour f de moins 11 tiers est égal à moins 14,52. Ensuite, sur l'intervalle moins 11 tiers, moins 1, la courbe décroît avec f de moins 1, c'est égal à moins 24. Et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la courbe est à nouveau croissante. La deuxième info, on sait que x égale 1 est une solution de l'équation f de x égale à 0. Ça veut dire que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, ta courbe f coupe l'axe des abscisses en x égale 1. Donc logiquement, sur l'intervalle moins l'infini 1
on voit bien que ta courbe est toujours sous l'axe des abscisses. Elle est donc négative, quelles que soient les variations de ta fonction sur cet intervalle. Même si tu montes, puis tu descends. Et ça, sur ta copie, tu peux le noter, f de x inférieur à 0 pour l'intervalle x appartenant à moins l'infini 1. Et pareil, même raisonnement, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Là, ta courbe f est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est donc positive, car elle continue toujours d'être croissante. Et donc, sur ta copie, tu peux noter que f de x est strictement supérieur à 0 pour l'intervalle x compris entre 1 et plus l'infini. Voilà, c'est fini pour la correction de cet exercice. Bien sûr, n'hésite pas à revoir plusieurs fois la vidéo si besoin pour tout assimiler. Travaille à ton rythme, mais dans la bonne direction. Ça fait partie des clés de la réussite. D'ailleurs, la direction est beaucoup plus importante que la vitesse. Si on te donne une boussole qui t'indique la bonne direction, tu n'as plus besoin de te précipiter. Et Sun Tzu, un célèbre général chinois légendaire du 6e siècle avant Jésus-Christ, disait que tout succès d'une opération réside dans sa préparation. Moi, si on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai 5 heures à préparer la hache et à affûter la lame. Et pour finir, comme je te l'ai promis tout à l'heure, je vais te donner quelques exemples où les fonctions sont bien utiles. Par exemple, dans le domaine de la musique. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi il y avait besoin seulement de 12 notes par octave et pourquoi ces notes sonnent justes? Tout ça, c'est grâce à deux fonctions. En fait, tous les musiciens, ils s'acharnent à résoudre la presque égalité 3 puissance 12 est égal à 2 puissance 19. Et c'est ça en fait qui va faire que ta musique est bonne et que tu vas pouvoir accorder tes instruments de musique. Donc la prochaine fois, quand tu seras en train d'écouter ton morceau préféré et que tu seras en train de kiffer, n'oublie pas qu'il y a des maths cachées derrière tout ça. Et dans un tout autre domaine, en 2009, Google a lancé une application linguistique qui s'appelle Ngram Viewer et qui permet de tracer l'évolution de l'utilisation d'un mot au cours de l'histoire. En gros, il trace une fonction de l'utilisation de ce mot au cours du temps. Et donc tout ça, moi je me suis amusé à chercher pour wesh les maths. Donc le mot wesh, apparemment, c'est en 1998 qu'il a commencé de plus en plus à être utilisé. Et pour le mot mathématique, c'est à partir des années 1612 qu'on a commencé à le retrouver de plus en plus dans les livres. Et donc pour sa contraction, le mot maths, apparemment, c'est plus autour des années 1930 qu'on a commencé à l'utiliser. Et pour finir, dernier exemple avec ce que j'appelle le Graal des fonctions. Est-ce que tu as déjà entendu parler des 7 problèmes du millénaire? En fait, ce sont des problèmes qui sont tellement compliqués à résoudre que si tu arrives à en résoudre juste un, on te donnera $1 million et on t'attribuera la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Alors, parmi ces 7 problèmes du millénaire, il y a ce qu'on appelle la résolution des fonctions de Navier-Stokes. Donc, les fonctions de Navier-Stokes, ce sont des équations qui permettent de décrire les écoulements des fluides, comme par exemple les liquides et les gaz. Et on les utilise pour prédire par exemple la météo. Mais à l'heure actuelle, même avec les ordinateurs les plus sophistiqués, on n'arrive pas à résoudre de manière précise ces fonctions. Et imagine-toi que si on arrive à les résoudre de manière bien précise, peut-être qu'on pourra prédire la météo même un an à l'avance et prédire donc ses vacances un an avant. Donc moi, toutes ces histoires de Navier-Stokes, ça m'a donné bien soif. J'ai bien envie de prendre mon petit verre de thé. Il est plutôt bon et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!